Yo l'équipe, soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner pour me soutenir. Moi je poste des stories tous les jours sur mon quotidien. Je pense que ça peut vous motiver. En tout cas je vais répondre à tout ça dès maintenant. C'est pour ça qu'on se trouve dans un lieu plutôt cosy. On est chez moi tranquillement, on n'est pas à la salle pour une fois. C'est parti, on va commencer tout de suite. Let's go! Alors déjà on m'a demandé depuis combien de temps est-ce que je pratique la musculation. Alors moi j'ai commencé en septembre-octobre 2017, donc c'était à la rentrée de l'année 2017, j'avais 16 ans du coup parce que je suis née en fin d'année, je suis de 2000 mais bon, bref, voilà. Et du coup ça va faire 5 ans bientôt que je fais de la musculation. Quotidiennement, vraiment. La plus grande pause que j'ai prise en muscu dans ma vie, c'était là tout récemment, pendant 5 jours je me suis pas entraînée, mais en général, même en vacances etc, j'ai toujours trouvé le moyen de m'entraîner parce que j'adore ça. Et depuis le début, en 2017, je fais ça quasiment 5 à 6 fois, voire 7 fois par semaine. Je kiffe le process et je kiffe aussi voir les résultats, bien évidemment, on va pas se mentir. Du coup on m'a aussi demandé quel a été l'élément déclencheur pour que je m'inscrive à la salle et que je me mette à la muscu sérieusement. Bah en réalité j'ai pas eu besoin d'éléments déclencheurs particuliers. J'ai pratiqué du sport depuis que je suis petite, donc j'ai toujours fait du sport. J'ai pratiqué l'équitation vraiment depuis toute petite, la danse également. J'ai fait un petit peu d'athlétisme et voilà, principalement ça a été ça. Mais le problème que j'ai rencontré, c'est que notamment pour l'équitation, j'avais déménagé et je commençais à faire de longs trajets chaque semaine pour retrouver mon ancien club et puis bah c'était vraiment chronophage. Même si c'est l'une de mes passions et que ça me manque énormément, bah je ne pratique plus l'équitation notamment pour ça, mais surtout parce que les horaires en général sont imposés. On va à notre cours de 17h à 18h le mercredi et puis voilà. C'est comme pour la danse ou l'athlétisme forcément, hein, c'est normal, mais j'avais des problèmes avec ces horaires qui sont vraiment implanté dans l'emploi du temps et auquel il faut s'adapter. Du coup, j'ai essayé la muscu parce que j'avais plusieurs amis qui m'encourageaient à venir avec eux, etc. Du coup, j'ai essayé et ça m'a vraiment plu déjà au niveau de la pratique, j'ai kiffé. Et ce qui m'a surtout plu, c'est vraiment le fait que l'on puisse s'entraîner à n'importe quelle heure dans la journée. Je suis bien plus flexible que lorsque j'avais des cours de danse ou d'équitation. Par contre, au final, c'est encore plus chronophage puisque je m'entraîne maintenant quasiment tous les jours. Vraiment sans abuser, hein, même c'est être un petit peu modeste que de dire que je m'entraîne 5 à 6 fois. Même sur mes jours de repos, j'aime aller à la salle et faire un petit peu de cardio, des étirements, etc. C'est plus chronophage, mais au niveau de mon emploi du temps, je préfère cette organisation puisque je peux y aller dès que j'ai un trou dans ma journée, dès que j'en ai envie. Mais j'ai pas eu d'éléments déclencheurs, genre j'ai pas fait ça suite à une rupture pour me sentir mieux ou j'ai jamais eu de gros problèmes avec mon apparence physique ou quoi que ce soit. Donc voilà. Le principal c'est de s'y mettre. Ensuite bien évidemment c'était une question que l'on allait me poser à moi. Quel est le meilleur exercice pour développer les fessiers? Alors c'est pas une réponse exhaustive, on peut pas dire qu'il y ait un exercice qui développe les fessiers. Il s'agit d'une synergie, d'un entraînement vraiment bien organisé, d'une structure d'entraînement qui va permettre de développer son corps et ses fessiers. Mais dans les faits, clairement, si vous voulez une réponse précise et un exercice ou un type d'exercice à privilégier peut-être, eh bien, il y a une étude en 2020 qui a montré que la pratique du squat profond entraînait un développement plus important des fessiers que celui observé lors de la pratique du hip thrust. En fait, chacun des exercices, donc le squat profond et le hip thrust, ont été pratiqués exclusivement par chacun un groupe de femmes différents avec tout un niveau assez avancé en musculation et sur un certain laps de temps identique bien sûr aux deux groupes. Et il a été montré que le développement des fessiers pour le hip thrust était de 4% alors que pour le squat profond il était de 9%. Alors comment ça s'explique et pourquoi le squat profond est potentiellement plus efficace pour le développement des fessiers que le hip thrust? Ces deux exercices ont
un profil de tension différent. Sur le squat, qui est un mouvement à forte tension d'étirement, c'est-à-dire que la sollicitation du muscle, donc des fessiers, va être la plus importante lorsque le muscle sera proche de l'étirement, donc dans la phase basse du squat notamment. Et au fait, ce type d'exercice à forte tension d'étirement est bien plus intéressant pour l'hypertrophie. C'est un fait, c'est véridique. Par contre, ce sont des exercices globalement qui sont plus compliqués à maîtriser et du coup sur lesquels on va plus difficilement charger. En parallèle, concernant le hip thrust, il s'agit d'un mouvement à forte tension de contraction, puisque là où le muscle va être le plus sollicité, ça va être sur la phase où on a les hanches en l'air et du coup les fessiers contractés. C'est là que ça va être le plus difficile. Et au fait, sur ce type de mouvement à forte tension de contraction, on a une certaine facilité à ressentir le muscle et à maîtriser l'exercice en général. De façon globale, ça peut marcher pour le hip thrust comme pour n'importe quel autre exercice. Le curl biceps par exemple, c'est un mouvement à forte tension de contraction et c'est assez facile à maîtriser et assez facile à ressentir. C'est pour ça que le hip thrust me paraît être le meilleur mouvement pour développer ses fessiers, parce que même si dans les faits de façon efficiente ce n'est pas le meilleur pour les développer, niveau hypertrophie c'est pas le plus intéressant, ça reste quand même le plus accessible. Et je sais par rapport aux messages que je reçois et tout que beaucoup de personnes sont à dominante chaîne antérieure, donc ont une dominante au niveau des quadriceps et ont du mal à ressentir leurs fessiers sur beaucoup d'exercices comme les squats ou autres. Du coup, vu que le hip thrust est quand même un exercice facile à maîtriser, sur lequel on peut charger bien plus facilement que sur le squat, s'il y avait un exercice vraiment sur lequel je conseillerais de se consacrer, ce serait le hip thrust. Du coup, le plus important pour développer ses fessiers et tout autre muscle, peu importe, c'est la même chose pour chacun des muscles, c'est de varier les profils de tension. Donc ajouter dans chaque séance des exercices à forte tension d'étirement et des exercices à forte tension de contraction, et les varier également d'une séance à l'autre. Voilà, pour vraiment travailler chacune des fibres musculaires comme il faut. Ensuite, on m'a demandé si j'avais déjà réussi à soulever quelqu'un en faisant des squats. Alors, je ne suis pas la plus forte au squat, du coup, vous l'aurez compris. Mais oui, quand même, c'est mon activité favorite de soulever des gens en squat. Bien, pour faire un leg day matinal, mais que la veille tu étais en boîte. Et que tu trouves un acolyte pour te donner un petit coup de pouce. Ensuite, on m'a demandé quelles étaient mes origines et je pense que si je ne vous le dis pas aujourd'hui, personne ne va jamais le deviner, puisque j'ai des origines vietnamiennes. Donc je pense que ça ne se voit pas trop sur mon visage, sincèrement. Dites-moi si jamais vous aviez deviné mes origines et que vous voyez un quelconque typage vietnamien sur mon visage, ça me fera plaisir. Et sinon, dites-moi quelles origines vous auriez pensé que j'avais. Ça peut être marrant. Ensuite, petite question sérieuse à nouveau, quel est le temps de récupération optimal? Ce point-là, du temps de récupération, je pense qu'on va avoir des avis divergents avec certaines personnes. Du coup, si vous avez un avis différent du mien, je vous invite à le mettre en commentaire, ça peut être intéressant. Parce que le temps de récupération, ça peut être une variable de l'intensité de l'entraînement. Cependant, il y a tellement de variables qui permettent d'intensifier un entraînement que je trouve ça inutile de la prendre en compte vraiment au sérieux. Pour moi, ce qui prime dans le développement musculaire, c'est quand même de faire chaque répétition et chaque série qui est programmée dans notre entraînement et dans notre programmation globale. C'est pour ça que dans mes programmations, d'ailleurs, moi je ne donne jamais de temps de repos, je donne le nombre de séries, le nombre de répétitions, la façon de pratiquer ces répétitions, etc. Mais jamais de temps de repos, parce que si je donne 2 minutes à quelqu'un qui a 4 séries de 12 répétitions à faire au squat, eh bien peut-être que 2 minutes pour lui ça va être trop peu pour réussir à faire rien que la 2e, la 3e ou la 4e série de façon complète, et que s'il avait pris 2 minutes 30 de repos, il aurait pu réussir à compléter toutes ces séries, toutes ces répétitions, et qu'il n'aurait pas été épuisé au bout de la 2e série et qu'il aurait dégradé sa technique, etc. Parce que du coup,
Certes, le temps de repos peut être un facteur d'intensification de l'entraînement, dans le sens où si on fait le même nombre de séries et le même nombre de répétitions d'une séance à l'autre, et avec sur la deuxième séance un temps de repos moindre, ça veut dire qu'on aura été plus performant dans un sens. Ok, mais qui me semble le plus important, c'est de se concentrer sur l'exécution efficiente de chaque série et de chaque répétition dans ces séries, en se donnant au maximum avec la charge adaptée, parce que sinon les temps de repos peuvent être un facteur limitant, parce que c'est dommage de réussir à prendre un temps de repos d'1 minute 30 et ensuite de devoir dégrader sa technique, de potentiellement se blesser ou simplement d'être trop fatigué pour continuer. Surtout que les temps de repos sont vraiment propres à chaque personne. Déjà, les femmes récupèrent plus vite globalement que les hommes, c'est un fait. Et en plus, selon la forme du jour, on a parfois besoin de plus de repos d'une séance à l'autre parce qu'on est plus fatigué, moins en forme, etc. Moi, ce qui est important, c'est vraiment de s'écouter et de reprendre une nouvelle série dès que l'on sent que l'on est prêt à faire cette série. Enfin, personnellement, c'est ce que je fais depuis que j'ai commencé. J'ai jamais compté mes temps de repos. Forcément, on va pas prendre 6 minutes de temps de repos, mais je le fais à l'instinct. Je sais que selon le type d'exercice, selon le type d'entraînement que je suis en train de pratiquer, en plus ou moins lourd, avec des séries plus ou moins longues, je dois prendre entre 1 minute 30 et peut-être parfois 4 minutes de repos, mais c'est parce que c'est dans ce cas-là nécessaire à ce que je réussisse à réitérer le même ou la série qui m'est demandée dans mon programme. Est-ce que c'est vrai que mon mec est dopé? Alors oui, mon mari a fait des compétitions de bodybuilding, il est champion du monde, et après avoir observé mon physique, il pense qu'il n'est pas atteignable naturellement et que je ne suis pas naturelle. C'est faux, je ne suis pas mariée. Ensuite, on m'a demandé à quand une compétition de body. Je suis très intéressée par ce monde, en réalité ça me plaît beaucoup. Je suis des bodybuilders, notamment des bikinis, parfois aussi des wellness certaines, mais ce qui me plaît le plus comme physique, ce sont les physiques de bikini. Je pense que mon physique correspond plus ou moins aux critères, en tout cas je le travaille pas en fonction de ces critères, mais disons que les critères qui me plaisent pour mon physique et sur lesquels je maxe pour développer mon physique, ce sont, je pense, les critères de bikini, c'est-à-dire que j'adore avoir de jolies épaules, un fessier développé, je travaille pas trop mes cuisses, à vrai dire. J'ai repris récemment, en fait depuis que je suis allée au ski, parce que j'ai tellement souffert aux cuisses quand je faisais du ski que je me suis dit qu'il fallait peut-être que je les renforce un peu. Du coup, depuis décembre, j'ai commencé à intégrer 1 fois par mois du leg extension pour vous dire à quel point je travaille mes cuisses. Par contre, c'est récent, mais je trouve ça de plus en plus beau des cuisses développées. Du coup, j'intègre un petit peu plus du leg extension et des exercices pour les quads dans mes séances jambes, mais ça reste vraiment assez minime parce que j'aime bien avoir des cuisses fines et un fessier développé. C'est surtout sur ça que je maxe dans ma programmation. Je travaille également mon dos, mais mon but c'est pas de le développer énormément, bien que j'aime aussi de plus en plus avoir une jolie épaisseur du dos, donc je me concentre surtout sur ça. Et je pense que mon physique et le physique que je vise, c'est un physique qui pourrait correspondre aux critères de bikini. Donc ça pourrait me plaire, clairement. Mais j'ai d'autres objectifs en réalité et j'ai pas forcément l'argent à consacrer à ça. Disons que c'est pas le plus mindset comme projet. Je suis pas en manque d'argent hein, mais je préfère investir mon argent ailleurs. Je ne parle pas de produits dopants ou quoi, hein. Je sais que je n'en ai pas besoin et que personne n'en a besoin globalement pour atteindre un physique digne d'un très bon physique de bikini. Parce que là je parle simplement de la catégorie bikini, après c'est une autre histoire. Mais je sais qu'on n'a pas besoin de se doper pour ça et que moi personnellement je n'aurais pas besoin de me doper pour ça. C'est pas de ce budget là dont je parle, rien que pour le coaching, parce que perso moi je suis du genre à vouloir tout faire toute seule, à tout réussir seule, etc. Et je sais que c'est pas inatteignable de faire une prep seule, mais quand même objectivement je pense que c'est bien mieux d'avoir un préparateur qui puisse être objectif, qui puisse avoir du recul sur notre propre physique, parce qu'on n'est pas toujours le plus objectif envers soi-même et quand il s'agit de compétition, c'est capital je pense. Donc déjà rien que pour le coaching, mais aussi pour tout ce qui va autour
de la compétition, donc les talons, le bikini, le maquillage, tout ça. En vrai, ce serait kiffant, ce serait une expérience, mais disons que si jamais je me lance là-dedans, bah, j'ai envie d'aller très très loin. Et ne pas faire ça juste pour une compétition régionale ou quoi, ça m'intéresse moins. Et c'est surtout financier, même si je ne manque pas d'argent, j'ai envie d'investir intelligemment l'argent que je récolte. Et voilà, je pense pas que ce soit le plus mindset, malheureusement. Après, à voir, parce que ça pourrait être intéressant maintenant que je suis sur YouTube, ça pourrait être intéressant de documenter toute une prep et toute une série de compétitions, etc. Ça pourrait être super cool à ce niveau-là, et il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent, qui me disent pourquoi tu fais pas ça, etc. Je sais pas, je suis partagée parce que je sais que je pourrais avoir un certain potentiel en bikini. On arrive aux dernières questions. Quel est mon cheat préféré, mon cheat meal préféré? Clairement, je fais pas énormément de cheat meal. Genre, je pense que si vous suivez ma chaîne, vous avez compris que je place vraiment sur un piédestal les aliments bruts et les aliments le moins transformés possible. Du coup, peut-être que ça ne vous conviendra pas, mais mon cheat meal préféré, je crois que ce sont les côtes de bœuf. Genre, je kiffe, c'est mon truc préféré, la côte de bœuf, avec le poulet curry. Et éventuellement en cheat meal, en aliments un peu transformés, un peu sales, caloriques et tout, je kiffe les donuts. Vraiment, je kiffe les donuts, mais vous savez depuis quand? Depuis l'été dernier. The Choc Shop. C'est trop bon si vous allez à Barcelone ou même à Madrid ou dans d'autres villes d'Espagne. Choc Shop, vraiment j'ai su sur Instagram, ils me font saliver. C'était tellement bon, en plus c'était beau et tout, vraiment les donuts. J'avais mangé des cronuts même, les cronuts c'est trop bon avec le glaçage et tout. Bref, en tout cas ça je kiffe quand même assez bien. Pas les donuts qu'on peut trouver à Carrefour ou quoi. Hein. Et ce que j'aime bien aussi... Après j'aime tout, en réalité je suis pas compliquée, mais ce qui me fait vraiment kiffer, ouais, c'est une côte de bœuf, donc c'est full prot, c'est pas trop sale. Je kiffe aussi les fraisiers, les gâteaux, parce que c'était mon gâteau d'anniversaire. Quand j'étais cheat, automatiquement c'était le truc que je préférais, du coup bah j'aime bien ça. J'aime bien la galette des rois aussi, en fait tout ce qui est aux amandes, j'aime bien. Les croissants aux amandes, tout ça, je kiffe bien. Voilà. Je sais pas si c'est satisfaisant, je me fais pas des gros cheat meals comme Bazinga ou quoi, en mode gros tacos ou je sais pas, grosse pizza, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais pourquoi pas? Mais j'avoue que du coup je mange jamais ça. La dernière fois que j'ai mangé une pizza, je ne sais pas à quand ça remonte, mais en tout cas c'est super rare parce que ça me fait chier de manger des cales, des mauvaises cales, des mauvais aliments et tout pour un plaisir pas si important en réalité. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu ma démarche. Et pour la dernière question, mais pas des moindres, quel est mon tour de bras, mon tour de biceps? Du coup là, vous pouvez faire vos pronostics. Faites vos pronostics en commentaire. Regardez, je vous montre mon biceps. Faites vos pronostics et je vais mesurer ça. Moi, j'aimerais bien me poser une question que vous n'avez pas posée. C'est bien de me demander mon tour de bras. Mais à votre avis, quelle est ma mensuration de mollet? Parce que j'ai quand même un gros mollet. Hein. Du coup, je vais aller vous mesurer ça et je reviens tout de suite. J'ai mesuré mon biceps et mon mollet. Pour le biceps, j'ai 31 cm. Je sais pas ce que ça vaut. Et par contre, pour mon mollet, j'ai mesuré le mollet droit. Je suis à 37,5, 38 cm. Voilà. À vos mesures, on va faire un combat de mensuration, ok? Combat de gros bras. C'était la dernière question, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas lâchez-moi un gros like pour me soutenir, ça me fera très plaisir et n'hésitez pas, vous, à me faire vos suggestions de vidéos, s'il y a des vidéos qui vous tiendraient à cœur, que je peux reproduire, qui pourraient plaire, etc. Voilà, n'hésitez pas. Aussi, si vous avez encore d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, que vous avez manqué ma petite boîte à questions sur Instagram, bah déjà suivez-moi sur Instagram pour ne pas manquer les prochaines. Et posez-moi vos questions supplémentaires en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que du coup, non, c'était pas la FAQ des 100 000, c'était la FAQ des 426 abonnés. À l'heure actuelle où je filme cette vidéo, j'ai 426 abonnés. Du coup, bah, je suis contente que de plus en plus de personnes soient abonnées à mes vidéos et les regardent quotidiennement. Donc ça c'est trop cool, vraiment ça m'encourage énormément. C'est que le début, il y a plein de choses cool qui arrivent. Donc merci à ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui le feront aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine, jeudi
jeudi à 16h sur cette chaîne YouTube Lauryn's Physique. C'était Lauryn, je vous fais plein de bisous. Ciao. RTZ,